Ok, l'enregistrement a commencé, super. Ok, donc 3 cours d'1 heure. Donc ce cours-là qui finira à 20h30 à peu près, 20h30, 35. Et on va permettre à chacun d'avoir une belle compréhension du Seder, de la Haggadah. Rappeler pas mal de choses que certains connaissent déjà aussi. J'imagine que dans cette belle assemblée, il y a pas mal qui connaissent. Mais ce qui est important, c'est de faire de l'ordre, faire une liste de courses, des choses que l'on a besoin, s'assurer de rien oublier, rien rater pour ne pas arriver au soir du Seder et se dire « Oi, j'ai oublié, il me manque ci, il me manque ça, comment on fait ci, comment on fait ça ?» Alors, je pense qu'aujourd'hui, on arrivera à couvrir les quelques jours avant Pessah, le début de la soirée du Seder, jusqu'à Maguid, jusqu'à la Haggadah, et dans le cours numéro 2 et cours numéro 3, on parlera plus du texte de la Haggadah Maguid. Mais on ne pouvait pas commencer aujourd'hui directement par la Haggadah sans parler de tout ce qui vient avant la Haggadah. Alors, commençons, si vous avez tous une Haggadah devant vous, en ouvrant la Haggadah, le premier texte qui va apparaître en général, ce ne sont pas des textes qu'on doit lire le soir du Seder. Ce sont des textes qui viennent avant. Ce sont des textes de Bdikat Hametz, des textes qu'on doit lire avant. Alors, je vais m'arrêter quelques minutes sur la Bdikat Hametz, sur son sens, à quoi elle sert, etc. Donc déjà, la Bdikat Hametz, la recherche du Hametz cette année, va devoir se passer mardi 7 avril à partir de 21h11. Comment ça se fait qu'on attend si tard le soir pour faire la Bdikat Hametz, pour faire cette fameuse recherche du Hametz? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est cette action de Bdikat Hametz, de la recherche du Hametz. Tout simplement, vous savez que la Torah nous interdit de posséder du Hametz à Pessah, mais il y a aussi une mitzvah assez, une mitzvah positive qui est d'éliminer le Hametz. Ach bayom harishon tashbitu. Vous avez donc, c'est une mitzvah positive, vous connaissez un peu le concept, dans la Torah il y a des négatives et les positives. Il y a une positive qui est d'éliminer le Hametz le jour avant Pessah, le 14 Nissan. Pessah est le 15 Nissan, c'est le jour de la sortie d'Égypte. Le 14 Nissan, il y a ce devoir qu'on a d'éliminer le Hametz de chez nous. Alors, bien sûr, de nos jours, le ménage de Pessah ne se commence pas le 14. Mais imaginez-vous à l'époque, dans des petites maisons où on ne gardait pas beaucoup de Hametz, les produits industriels n'existaient pas, on ne pouvait presque pas garder de la nourriture plus que quelques jours. Donc, c'était ou des fruits et des légumes, ou de la viande fraîche et des poissons frais. Du pain restait quelques jours, après il durcissait. Donc, on n'avait vraiment pas beaucoup, comme de nos jours, des paquets de gâteaux, des barres de chocolat, des miettes de trucs ou de machins qui peuvent tourner un peu partout. Et donc, à l'époque, le ménage se commençait bien plus proche de Pessah. De nos jours, on se doit de commencer le ménage chez certains déjà depuis Purim, chez certains peut-être qu'il faut... Chez certains peut-être qu'il faut se réveiller maintenant, mais l'idée, elle est de pouvoir arriver au 14 Nissan, ce jour avant Pessah, et avoir préparé le terrain pour se dire aujourd'hui, je vais complètement éliminer le Hametz de la maison. Donc, le soir de mardi soir 7 avril, dans le peuple juif, dès qu'on passe à la tombée de la nuit, dès qu'on voit les 3 étoiles, on est déjà rentré dans le jour d'après. Donc, mardi soir à 21h11, en réalité, on est déjà dans mercredi, d'après la halacha. Et c'est donc là que commence le 14 Nissan. Et donc, à ce moment-là, puisqu'on veut faire les mitzvot, dès qu'elles arrivent, on veut les faire. Et en plus que nos sages ont considéré que le soir est un moment propice où toute la maison est rassemblée, où tout le monde est là, les gens ne travaillent pas, sont moins occupés, il y a la mitzvah de la recherche du Hametz. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour ça? Bien sûr, en prenant en compte que certainement tout le monde a déjà fait un ménage, une base d'un bon ménage, il reste donc à prendre une bougie, cacher 10 petits morceaux de Hametz dans la maison, un sachet et lire la bracha, puisqu'il y a une bénédiction, puisqu'on est en train d'accomplir une mitzvah. Vous vous rappelez, je viens de dire que là, on est en train ici d'accomplir la mitzvah d'éliminer le Hametz. Donc, il y a une bénédiction à faire. Ce n'est pas juste une coutume ou
ou une prière, c'est vraiment une mitzvah qu'on est en train d'accomplir. Donc, on récite la bracha qui est dans la Haggadah tout au début et on fait le tour de la maison et on va rechercher ces 10 petits morceaux de chametz qu'on a cachés. Bien évidemment, faites très attention de bien les envelopper parce qu'après un beau ménage, ce n'est pas le moment maintenant d'aller poser des morceaux de pain et faire émietter. Ça paraît tout simple, mais il faut envelopper chaque morceau de pain dans du papier journal ou quelque chose comme ça. Donc, on cache nos petits 10 morceaux dans la maison et on fait la bracha et on fait le tour. Il y a certaines communautés qui ont la coutume d'éteindre la lumière. Certaines communautés n'ont pas cette coutume, comme vous le voulez, comme vous le sentez, comme vous l'avez eu, comme vous l'avez entendu toujours, chacun chez soi, comme il a été éduqué. Sinon, il n'y a pas vraiment de préférence, c'est vraiment une coutume. Si on n'a pas de bougie, ça peut se faire avec la lampe du portable, par exemple. L'idée, elle est de vraiment faire une recherche, d'aller dans certains coins, recoins, certains fonds de tiroir où il faut éclairer pour mieux voir, pour aller chercher s'il y a du chametz. Donc, une fois qu'on a fait notre petit tour et on a récupéré les 10 morceaux, je tiens à dire d'abord qu'il ne faut pas s'arrêter à ces 10 morceaux. Il faut mettre un peu plus de temps pour chercher, un peu comme un inspecteur des travaux finis. Vous savez, on vient regarder, le ménage a été fait pendant 1 semaine, 2 semaines. Maintenant, on vient regarder, est-ce que vraiment tout est bien? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de chametz nulle part? Donc, vous avez et vous aurez à travers tout le cours, la liste de courses qui va s'agrandir sur le côté. Donc, Haggadah, je pense que c'est bon. Des bougies, je l'ai mis au pluriel puisqu'on va avoir besoin aussi de bougies pour la fête. Morceaux de pain, très important de l'écrire. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne va pas aller acheter un morceau de pain. Oui, mais souvent, vous savez, on élimine le chametz doucement, doucement. On arrive mardi soir, on se dit, zut, j'ai plus de chametz à la maison. Comment je vais faire cette fameuse recherche du chametz? Donc, notez-le de mettre de côté un petit morceau de baguette que vous allez pouvoir couper en 10 morceaux pour pouvoir accomplir cette bédicat chametz comme il se doit. Un sachet en papier. Pourquoi en papier? Pour récupérer les 10 morceaux, fermer bien le sachet et le mettre de côté. On va avoir besoin de ce paquet le lendemain pour accomplir la deuxième partie de cette mitzvah d'éliminer le chametz, brûler le chametz. Alors, je vais en parler lorsqu'on arrivera à demain. Pour l'instant, donc, on est toujours mardi soir et on finit notre recherche. On se rassemble tous dans la salle à manger, enfin ceux qui sont présents. Et là, une personne de la famille, en général celui qui paye le loyer, ou le papa ou le mari, ceux qui sont le Baal Habayit, et il faut lire le Kol Chamira. Le Kol Chamira, c'est un passage qui est écrit en araméen. Il a été écrit en araméen à la base, puisque c'était la langue qui était courante à l'époque, mais qu'en réalité, on se doit de lire dans la langue que l'on comprend. Ça ne sert à rien de la lire dans la langue qu'on ne comprend pas. Le Kol Chamira, c'est ces 3-4 phrases où on est en train de proclamer, qu'on lira donc en français, bien évidemment, pour nous tous. On proclame que si jamais il y a du chametz que je n'ai pas trouvé, du chametz que je n'ai pas vu, eh ben, je le considère qu'il soit vraiment abandonné. Je le considère comme si c'était de la poussière de la terre qui ne vaut rien à mes yeux. On est en train donc de dire que tout chametz restant, on l'annule complètement. Donc, je récapitule très rapidement la bdikat chametz. On cache les 10 morceaux de pain, on fait la bracha, on va les rechercher, mais on ne va pas juste les rechercher, on va aussi faire une inspection pour s'assurer qu'on a vraiment conclu, qu'on a vraiment fini notre ménage à la maison. On se rassemble, on revient donc au point de départ où on avait dit la bénédiction et on récite le Kol Chamira, ce paragraphe qui est dans la première page de la majorité des Haggadot en français, avec une belle intention de bien annuler tout ce chametz qui existe. Ce que vous avez devant vous, ce 1, 2, 3 est très important. Pour accomplir la mitzvah de éliminer le chametz, étant donné que posséder du chametz à Pessah, c'est une avéra qui est considérée très grave dans la Torah.
elle est presque aussi grave que de manger le jour de Kippour. C'est pour cela qu'on veut vraiment prendre un maximum de précautions. On ne veut pas se dire, bon, je fais un petit ménage rapido, c'est sympa, c'est bon, c'est pour le truc. Non. Il faut absolument se protéger de ne pas posséder du Khamet. C'est pour cela qu'il y a 3 étapes, à mon avis. J'espère ne pas me tromper. Enfin, je sais, je ne pense pas que je me trompe, mais il y a 3 étapes. Premièrement, il faut faire un bon ménage de fond. Deuxièmement, il y a l'annulation du Khamet avec ce fameux texte qu'on va lire mardi soir et on va le répéter mercredi midi, le Kol Chamira. On se dit et on pense fortement que s'il y a du Khamet que je n'ai pas vu, qu'il soit complètement annulé. Et je ne le considère pas du tout comme du Khamet. Pour moi, c'est de la poussière hybride. Le problème est la chose suivante, et c'est pour ça qu'on va devoir arriver à l'étape numéro 3 que vous avez devant vous. Imaginez-vous qu'il y a quelque part à la maison une belle gaufrette de chocolat, une belle barre de chocolat avec du vrai Khamet, etc., que vous avez oublié. Elle était cachée entre 2 livres. Un jour, vous l'avez cachée, vous vous êtes dit, si un jour il y a la famine, au moins j'ai quelque chose. Vous l'avez bien planquée, et là, en plein Pessah, un jour, vous allez sortir ce livre et vous voyez la barre de chocolat tomber. Vous possédez du Khamet pendant Pessah. Ah, le ménage, ben, il n'a pas servi pour m'éviter ce problème-là. L'annulation ne peut aussi pas me servir pour ce problème. Comment ça se fait que l'annulation ne marche pas? Parce que au premier instant, vous allez voir cette barre de chocolat, vous allez avoir un petit truc qui vous dit « Ah, j'aurais bien aimé la manger ». Vous la considérez, vous lui donnez une importance à cette barre de chocolat, à ce morceau de Hametz. À ce morceau de Hametz, vous lui donnez une importance parce qu'il est peut-être tentant, vous voulez peut-être le manger. Et donc, l'annulation n'est pas une vraie annulation puisque, en réalité, vous ne le considérez plus comme de la poussière, mais comme un morceau de Hametz que vous aurez peut-être aimé manger. C'est pour cela que nos sages, ils ont dit, écoutez, il y a besoin de mettre encore une protection pour ne pas tomber dans la avéra de posséder du Hametz à Pessah. Il y a besoin de faire une troisième chose qui est la fameuse vente du Hametz. La fameuse vente du Hametz doit se faire avant mardi soir, avant mercredi matin en réalité, où on est en train en réalité tout simplement de donner la permission au rabbin. D'accord, c'est une procuration, on lui donne la permission. Monsieur le rabbin, vous avez le droit d'aller chez un non-juif et lui vendre le Hametz que j'ai chez moi. Donc attention, on ne vend pas de maison, on ne vend pas d'appartement, de voiture, on ne vend pas tout ça. On vend que le Hametz qui serait chez moi. Seulement ça est vendu aux non-juifs. Et donc, ce qui fait qu'halachiquement, étant donné que c'est une vraie vente avec un vrai contrat, les choses sont carrées, hein, ce n'est pas juste un petit jeu d'enfant. Il y a une vraie signature, il y a un vrai kinyan. Et donc, le Hametz qui est chez vous, cette fameuse barre de chocolat, en réalité, vous la vendez aux non-juifs pendant les jours de Pessah. C'est ce qui permet de mettre encore une protection et de permettre de faire que le Hametz qui serait peut-être chez vous, que vous n'aurez pas vu, il est en réalité vendu aux non-juifs. Se pose une vraie question concernant est-ce que j'ai le droit de vendre du Hametz gamour, du Hametz pur, des paquets de pâtes, les mettre de côté. Je l'ai dit, je les vends comme ça, j'en ai pour après Pessah. Il y a certaines communautés qui ont la coutume de permettre de vendre du vrai Hametz aux non-juifs, sachant que je l'ai à la maison et qui va appartenir aux non-juifs. Chez Chabad, dans la communauté Chabad, les rabbanim permettent. Certains rabbanim dans la communauté séfarade ne permettent pas, disent qu'il vaut mieux pas vendre du vrai Hametz, du pur Hametz. Mais cette année, étant donné qu'il y a peut-être un risque de pénurie après, ils ont même permis cette année de vendre du Hametz pur, du Hametz gamour, d'en garder donc à la maison des paquets de pâtes, de faire la vente du Hametz qui ne va donc pas nous appartenir à nous et pouvoir, après Pessah, les réutiliser, puisque le rabbin, à la sortie de Pessah, va chez le non-juif et il récupère, il lui dit, bon, on annule la vente, hein, mon ami, tu n'as certainement pas l'argent, enfin, il lui demande est-ce qu'il a l'argent, il n'a certainement pas l'argent pour payer tout le Hametz de la communauté, alors on annule la vente. Ok. C'est un sujet que je pense qui est déjà bien discuté, bien connu. On va peut-être avancer. Il y a le jeûne des premiers-nés qui, en se levant mercredi matin, donc si vous n'êtes pas premier-né, ça vous ne concerne pas. Si vous êtes une fille premier-née, ça vous ne concerne pas non plus. Mais si vous êtes
un garçon premier-né, mercredi matin, dès le matin, et il y a un jeûne en souvenir de la plaie des premiers-nés. Vous savez, Dieu a donc fait cette fameuse plaie qui a tué chaque premier-né en Égypte. Imaginez-vous, chaque maison avait un mort malheureusement, enfin il le méritait, et Dieu a sauté sur les maisons des Juifs, ce qui veut dire qu'il a épargné les premiers-nés de la communauté juive et en se souvenir les jeunes, les premiers-nés jeunes. Alors, en général, ces veilles de fête, je connais personne qui jeûne. Les Chachamim ont instauré de participer à une conclusion d'un traité de Gemara et on va donc à la synagogue. Une personne fait une conclusion, finit un traité. C'est ce qui fait donc qu'on est joyeux. Il y a une joie particulière lorsqu'on finit un traité de Gemara. Et ce qui fait donc que toute la communauté qui est autour de cette personne qui finit un traité entier de Gemara peut profiter de la Séouda, du repas que la personne va offrir en cet honneur. Alors, de nos jours, et cette année, on est malheureusement, c'est pas très simple. Alors, en parlant à quelques rabbinim aujourd'hui, il y a deux solutions. Le mieux, et pour tous les premiers-nés, merci de bien m'écouter, le mieux, c'est de prendre un traité de Mishnah. Si un traité de Gemara vous paraît assez grand et assez difficile à finir en une semaine, un traité de Mishnah, par exemple le Maxime de nos pères, Pirkei Avot, ou un autre, et le finir, l'étudier bien comme il faut, et mercredi matin, après la prière, vous faites une conclusion, vous pouvez faire un siyum. C'est une belle opportunité, c'est peut-être le moment de le faire un siyum, conclure ce traité de Gemara ou de Mishnah, et cette joie d'avoir conclu un livre entier de Mishnah ou de Gemara, elle est tellement forte qu'elle annule le jeûne. Donc, vous allez permettre à vous-même, puisque en général, si vous êtes vous le premier-né à la maison, il n'y en a pas un autre, mais vous permettez à vous-même de annuler ce jeûne. En cas d'impossibilité, ça veut dire que vous pensez que dans la semaine qui va arriver, il n'y aura pas vraiment la possibilité de finir une Mishnah ou un traité de Mishnah ou de Gemara, il va y avoir, donc c'est vraiment en cas de Bediavad, s'il n'y a pas le choix, écoutez par téléphone et comme ça faire annuler le jeûne, mais vaut mieux annuler ce jeûne. On est veille de Pessah, vaut mieux pas arriver au Seder en jeûnant, c'est vraiment pas confortable. Ok, on avance les amis. Heure de fin de Hametz, mercredi 8 avril à 11h30, on arrête de consommer le Hametz. Si vous avez un dernier pain au chocolat ou un dernier croissant, vous voulez le finir, c'est mercredi 8 avril avant 11h30. C'est clair, c'est net. Biur Hametz. Donc, je vous avais expliqué au début que il faut biur Hametz, il faut éliminer le Hametz. C'est une mitzvah de la Torah, Bayom Arishon. On considère le premier jour, puisque Pessah en réalité commence veille de Pessah. C'est une des fêtes que sa veille, le jour d'avant, est compté presque tellement il y a des choses à faire et compté comme un des jours de fête. Et donc, ce jour-là, on se doit d'éliminer le Hametz. Alors, pour ça, tout dépend, alors surtout de nos jours, on ne peut pas se rendre dans des endroits où ils organisent les feux pour brûler le Hametz. Une barquette en aluminium ou un petit pot vide, on va dans le balcon, on met le petit sachet en papier avec les 10 petits morceaux de Hametz, on essaye de faire un petit feu. Attention, ça ne marche pas chez tout le monde. Je ne suis pas en train de conseiller à tout le monde d'allumer un feu de camp dans son jardin, dans son petit balcon. Faites très attention. Si c'est faisable, vous le faites. Un petit pot de fleurs, une petite barquette en alu, un petit feu rapidement et vous brûlez. S'ils sont enveloppés avec du papier, vos morceaux de pain dur, rapidement, ça va brûler. Si vous pensez que ce n'est pas faisable, vous jetez dans la poubelle de l'immeuble. Vous allez à la poubelle, donc pas une poubelle à la maison, parce qu'une poubelle à la maison, c'est chez vous. Et c'est donc posséder encore chez soi du Hametz. Vous allez à la poubelle de l'immeuble et vous jetez là-bas, puisque à ce moment-là, en le jetant dans la poubelle de l'immeuble, il n'est vraiment pas plus à vous. Il y a une autre solution que je n'ai pas écrite, c'est de le jeter dans les toilettes. C'est une chose qu'on tire la chasse. Je ne pense pas qu'il y a 1% de chance de pouvoir le récupérer. Et c'est donc bien éliminé. Un sac de Hametz, donc ce petit sac des 10 morceaux de Hametz. Donc le mieux, c'est de le brûler. Si on ne peut pas, poubelle ou toilette, mais ça permet au moins
de se séparer complètement du Hametz et on a fini d'accomplir cette mitzvah qui s'incombe sur nous d'éliminer le Hametz. Alors, prévoir, j'ai écrit une barquette en aluminium ou un pot vide, du feu et une Haggadah, parce qu'il va falloir, encore une fois, puisqu'on est vraiment à cette frontière entre le moment où on avait le droit au Hametz et on est en train de rentrer dans ce moment-là où on n'a plus le droit du Hametz, il faut relire une dernière fois l'annulation, le Kol Chamira. Il est dans vos Haggadot, il se trouve là-bas, on le relit en français et on pense bien que tout Hametz qu'on n'a pas vu, qu'on n'aurait pas vu, il est complètement annulé. Donc j'espère que tout ça est clair. L'interdit de posséder et de manger du Hametz commence déjà à la mi-journée, à 12h30. Non, il commence à la mi-journée, à 13h30. Il est 20h, les amis, il faut taper les mains. Enfin, okay. Donc, l'interdiction de posséder du Hametz commence déjà mi-journée, mercredi. C'est pour cela qu'il va falloir s'assurer de ne plus rien avoir, plus rien manger. Attention, beaucoup font cette erreur, se disent mais c'est pas encore Pessah et donc je peux me faire un petit dernier pain au chocolat. Non, il va falloir se séparer du Hametz, arrêter de consommer du Hametz tout avant mercredi midi. Voilà, prenez des précautions avant midi 30. Voilà, midi 30, c'est exactement ce qui est écrit devant. Il vaut mieux que ce soit comme ça pour que tout soit bien fait. OK. On a maintenant donc conclu cette partie de comment se séparer du Hametz. On a accompli la mitzvah d'éliminer le Hametz. Maintenant, la deuxième partie de la journée de mercredi après-midi, eh ben, c'est le moment de préparer son plateau du Seder. C'est le moment de s'assurer qu'on a tout. Alors, liste de courses, elle est revenue, elle réapparaît sur l'écran. Jetez un coup d'œil, c'est important. Notez si vous avez besoin parce que ça va vous permettre de vous rappeler de ce que vous avez besoin, ce que vous avez pas. Un plateau du Seder. Alors, on a tendance à penser qu'il faut absolument ce fameux plateau avec les écriteaux en hébreu, etc. Comment je vais faire? Je ne suis pas chez mes parents, je ne l'ai pas cette année. Vous pouvez prendre toute assiette, une grande assiette, une petite assiette. Du moment où vous allez pouvoir poser dessus les 6 choses qu'on doit poser sur le plateau du Seder, c'est bon. C'est considéré au top du top, pas d'inquiétude. Il n'y a pas besoin d'un plateau du Seder officiel. Une grande assiette, un grand plateau, c'est bon, ça fonctionne. Donc déjà, il faut s'assurer d'en avoir un. Il faut s'assurer de pouvoir avoir quelque chose de joli que vous allez poser sur votre table pour le Seder. Je veux une petite seconde m'allonger sur le plateau du Seder. À quoi sert ce fameux plateau du Seder? Pourquoi juste ne pas avoir quelques petites assiettes, comme à l'apéritif au kidouche à la synagogue, quelques petits bols de machin, de trucs, vas-y, amène l'œuf, vas-y, amène l'oignon. Pourquoi faut-il avoir ce plateau du Seder? Je vais m'allonger plus tard sur un point qui est extrêmement lié à Pessah particulièrement. Pessah et le Seder de Pessah est une fête où tout est dans la transmission. C'est le papa qui transmet à son fils, à ses enfants, c'est le papa et la maman qui transmettent à leurs enfants cette histoire qu'ils ont eux vécue pendant des années, enfin qu'ils ont eux entendu, désolé, de leurs parents, qui ont eux entendu de leurs parents. Pessah, c'est une fête de la transmission. Depuis la première génération de la sortie d'Égypte, les Béné Israël ont toujours célébré et raconté l'histoire à leurs enfants. Étant donné qu'on parle donc d'enfants et on veut attirer leur attention, nos sages ont été très pédagogues et ils ont instauré tout un système qu'on va retrouver à travers toute la soirée du Seder et toute la Haggadah, plein de choses qui sont faites pour que les enfants s'imprègnent du message, pour que la transmission se passe bien. Il faut que le message soit vraiment bien intégré. Et donc,
C'est pour cela que nos sages ont demandé qu'il y ait un vrai plateau officiel au milieu de la table, avec certaines choses, on va les passer une après l'autre, et chaque fois, ça a un symbole particulier, et ça aide à faire passer ce fameux message que le père essaye de faire passer à ses enfants. La chose la plus importante, en dessous du plateau, à côté du plateau, ça dépend, chacun sa coutume, c'est la matzah shmura. Avant tout, avant d'arriver à l'œuf, avant d'arriver aux légumes, etc., la première des courses, la chose la plus importante, puisque c'est la mitzvah du soir de consommer, il faut acheter des matzot shmura. Combien il en faut? Tout simplement, il faut au moins une matzah par personne par seder. Vous serez 3, eh ben, une boîte de 3 matzahs ne va pas vraiment vous servir. Il n'est pas assez puisqu'il y a 2 seder. Donc, si vous êtes 3, il va falloir que chaque personne mange en tout une matzah entière, pas d'un coup, mais vous savez qu'à plusieurs reprises, on demande de remanger de la matzah le soir du seder. Et donc, il faut à peu près une matzah par personne par seder. Vous êtes tout seul, 2 matzot, c'est bon. Vous êtes à 2, il faut certainement 4 matzot. Le mieux en réalité, c'est d'avoir au minimum 3 pour pouvoir poser en dessous du plateau du seder ou à côté, tout dépend de votre coutume. Là, ici, sur l'image, ils les mettent en dessous, c'est pas mal comme ça aussi. Donc, minimum 3 et après, c'est pas assez 3 parce qu'en réalité, il faudrait que chaque personne puisse en manger une complète chaque soir du seder. Si jamais vous n'allez pas réussir à avoir une matzah par personne par seder, il y a, en cas d'impossibilité, une troisième option que j'ai mis, au moins une demi-matzah par personne par seder, ce qui voudrait dire que pour accomplir la mitzvah de manger de la matzah, lorsqu'on arrivera à l'étape matzah, là vous prenez une matzah shmura et pour le reste, vous prendrez la matzah normale, pas shmura. Ça marche, mais c'est en troisième option. Il est préférable qu'à travers tout le seder, la matzah qui est utilisée pour accomplir toutes les étapes du seder soit de la matzah shmura, ce qui fait que la matzah, qu'il faut une matzah par personne par seder. Ok, avançons un petit peu. Donc je pense que la matzah c'est clair et net. Si quelqu'un a une question, n'hésitez surtout pas à me la poser après le cours ou maintenant ou en privé après le cours. Si vous avez des difficultés à vous procurer de la matzah shmura cette année, surtout n'hésitez pas à me demander. On est en train de mettre en place un système. En réalité, chaque personne avec le Bet Chabad qui est dans ses alentours pourra recevoir des informations de où se procurer de la matzah shmura cette année. Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'importance de la matzah shmura, on en a déjà parlé la semaine dernière, on en a déjà parlé plusieurs fois. Là, on est plus dans le soir du seder, clair et net, on a besoin de la matzah shmura, 3 ou au moins une matzah par personne par seder ou au moins une demi-matzah par personne par seder. Avançons. Zroa. Alors, Zroa, c'est le numéro 1 sur l'image, c'est un coup de poulet ou un os d'agneau, ça dépend, on se calme. Un coup de poulet ou un os d'agneau. Sur le plateau du seder, il y a 6 articles. J'aime bien les séparer en 2. Il y en a 2 qui sont en souvenir de sacrifice du temple et il y en a 4 qui sont en souvenir de l'esclavage en Égypte. Les 2 qui sont ici sur l'image, en haut, c'est les 2 qui sont en souvenir de 2 sacrifices qu'on a portés lorsque le temple était à Jérusalem, qu'on ne fait plus de nos jours. Et dès qu'on a arrêté d'apporter les sacrifices à Jérusalem à cause que le temple n'était plus présent, on a mis 2 souvenirs sur le plateau, 2 souvenirs. Donc l'os de poulet, l'os d'agneau, comme vous avez la coutume, et l'œuf, ce sont 2 ingrédients qui sont posés sur notre plateau qui nous rappellent que jusqu'à il y a 2000 ans, pendant des centaines et des centaines d'années, le peuple juif célébrait Pessah différemment que ce qu'on célèbre aujourd'hui. Il y avait les sacrifices de la fête qu'on n'a plus de nos jours. Donc, c'est l'œuf et c'est le zroa. Quoi faire si on n'a pas de zroa, de coup de poulet ou d'os d'agneau?
Alors, j'ai écrit en petites lettres, en cas d'impossibilité, un morceau de viande. J'ai appelé un rabbin spécialement pour ça, étant donné que certains n'ont pas de magasin cachère proche de chez eux et vont faire leurs courses qu'au Franprix. Et on m'a posé donc cette question, quoi faire, quoi poser sur le seder, sur le plateau, si j'arrive pas à me procurer un os de poulet ou un os d'agneau. Donc, un petit morceau de charcuterie, ça peut le faire en cas d'impossibilité, bien évidemment. En Bedi Eved, si on n'a pas le choix, un petit morceau de viande, c'est pour rappeler qu'à une époque, on apportait l'agneau pascal la veille de Pessah et on le mangeait le soir du Seder, chose qu'on ne fait plus de nos jours du tout. Donc voilà, le numéro 1, c'est le zroa. J'ai rajouté donc dans la liste de courses, sur le côté, un coup de poulet ou un os d'agneau, ça dépendra de ce que vous allez pouvoir vous procurer, ou bien tout os de tout ça fonctionne, juste il faut que ce soit une chose qui rappellerait l'agneau pascal. En rappel du sacrifice de Pessah, c'est donc l'agneau pascal. Betsa, c'est le numéro 2, c'est un œuf, donc ça c'est tout le monde qui a cette coutume de le faire, c'est en rappel du sacrifice de la fête. À part l'agneau pascal, il y avait des sacrifices qui étaient apportés dans le temple pour célébrer Pessah. Ces sacrifices sont plus là. Et donc, les sages ont instauré de mettre un œuf sur le plateau qui rappellerait ce korban. Pourquoi un œuf? Puisqu'un œuf, c'est un repas. Un œuf, c'est assez consistant pour nourrir. Souvent, on dit qu'il faut manger un kabetza, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est la quantité d'un œuf. Et c'est donc pour se souvenir qu'il y avait un sacrifice avec lequel on faisait un repas. Et c'est donc pour ça qu'on met ça en souvenir de ce deuxième chagiga, de ce sacrifice qu'on apporte. Une fois que j'ai fini d'expliquer les numéros 1 et numéro 2 du plateau, on passe aux 4 d'après. Les 4 d'après sont vraiment de la pédagogie, les amis. Ce sont des choses qu'on pose sur le plateau pour que les enfants leur faire passer un message. Il faut bien l'expliquer. Alors, nous, on est l'enfant aussi. L'enfant, c'est celui qui doit s'imprégner d'un certain message. On a le charoset. Le charoset, alors je ne sais pas si je l'ai mis, je l'ai mis juste après. Le charoset, c'est un mix de pommes, poires, noix, amandes, dattes. Chacun a une coutume différente. L'essentiel, c'est quoi? Surtout que de nos jours, il y en a certains qui ne pourront pas aller au magasin cachère acheter le charoset déjà tout fait. L'essentiel, c'est qu'il faut que ça ressemble à du mortier. Se souvenir que nos ancêtres, pendant 210 ans, enfin un peu moins, mais pendant toutes les années d'esclavage, ils ont passé plus de 12, 13, 14 heures par jour à faire du mortier pour construire des briques, pour construire des bâtiments, des maisons, des pyramides, ou ce qu'ils ont construit en Égypte. C'est donc ce souvenir de l'esclavage, de ce côté où nos ancêtres ont été esclaves et obligés de travailler tous les jours à faire du mortier. Pour cela, on fait du charoset. Comment? Alors, si vous avez la possibilité d'acheter le charoset tout fait dans les magasins, c'est super. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez écraser des pommes, des poires, des noix, vous mélangez ensemble, ça fait une sorte de pâte, vous mélangez un peu avec du vin, c'est considéré du charoset, kasher, la méhadrin, excellent. Certains ont l'habitude de mettre des dattes, certains des amandes. Chacun comme il s'en souvient, mais la base, vous l'avez compris, la base, c'est que ça puisse donner cette consistance de mortier. Je l'ai rajouté dans la liste des courses. On a donc l'œuf qui s'est rajouté et le charoset, surtout s'assurer de bien l'avoir, ou le charoset ou des ingrédients qui nous permettront de faire du charoset. On a après le karpas. Alors, le karpas, c'est un légume. Je n'ai pas écrit ici le pourquoi du karpas, puisque je compte en parler plus tard, m'allonger plus longuement dessus. Le karpas, en général, c'est du céleri. Dans les communautés séfarades, il y en a certains qui vont prendre du persil. Chez les Ashkénazes, ça va être de la pomme de terre, il n'y avait pas grand-chose plus que ça, de la pomme de terre ou de l'oignon. D'accord? Chez Chabad, on a la coutume de prendre un oignon. Donc, si c'est un oignon, c'est bien sûr un oignon cru. Si c'est une pomme de terre, c'est une pomme de terre cuite. Donc, comme vous allez avoir la possibilité, chacun, cette année, encore une fois, je répète, c'est assez compliqué.
chacun comme il va pouvoir le faire. L'idée, elle est d'avoir un légume. À quoi il sert? Il sert, encore une fois, pour de la pédagogie. Déjà, le nom karpas, le mot karpas, il a une signification importante. Dans le mot karpas, alors je ne l'ai pas écrit ici, mais dans le mot karpas, on peut retrouver le mot avodat parech. Pas avodat, désolé, le mot parech. Il y a un P, un resh et un chaf. Parech, c'est des travaux forcés. Encore une fois, c'est le symbole, ce qui va symboliser que nos ancêtres ont travaillé dur pendant des années et des années. Il y a un samer. Il y a un samer en plus, puisque ce n'est pas juste karb, mais c'est karpas. Le samer, c'est 60, c'est la valeur numérique de 60. En hébreu, on parle de elef, c'est 1000, et revava, c'est 10 000. D'accord? Donc, il y a 60 revava de juifs qui ont travaillé beparer. 60 revava, ça fait 60 fois 10 000, c'est les 600 000 hommes qui travaillaient en tant qu'esclaves. Donc, on a dans le mot karpas, on a cette signification que 600 000 hommes de nos ancêtres ont travaillé en tant qu'esclaves en Égypte. Voilà l'idée du karpas. Ça, c'est le mot karpas. Mais on va se servir de ce légume, encore une fois, pour de la pédagogie. On veut que l'enfant qui est assis au seder soit choqué. On veut un peu le bouger. On ne veut pas qu'il s'assoie autour de la table et qu'il se dise, bon, bah, c'est un Shabbat normal, hein. Il y a papa, maman, il y a le vin, il y a le truc, machin. On veut qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de bizarre ici qui va susciter cette fameuse question Manishtana alayla azeh. Il va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui est différent? Pourquoi c'est différent cette nuit-là? Et c'est donc pour ça qu'on va manger le karpas. Je reviendrai lorsqu'on parlera des étapes du seder. Vous avez donc à acheter dans votre liste de courses ou un oignon cru ou une pomme de terre cuite ou chez les séfarades du céleri ou du persil, chacun comme sa coutume. Maror et chazeret, c'est les deux que dans l'image se ressemblent. Alors encore une fois, ça dépend pas mal des coutumes. L'idée, elle est de manger des herbes qui sont amères, donc de la romaine, chez certains du réfort, chez certains du réfort qui vont râper. L'idée, elle est, pourquoi on en met deux fois? Parce qu'on va avoir besoin de s'en servir deux fois pendant le seder. Une fois lorsqu'on mangera le maror seul et une fois lorsqu'on le mangera dans le sandwich. Alors, il y a des gens qui les mettent sur le plateau, ils le placent comme c'est placé ici, ce qui voudrait dire que les deux sont identiques, de l'herbe amère puis du réfort à l'intérieur. Il y a certains qui vont mettre du réfort d'un côté, de l'herbe amère dans l'autre. Dans l'autre. Ça dépend comme vous avez toujours vu, mais l'idée, elle est de se procurer des herbes amères, c'est le plus important, puisque surtout le réfort cette année, il n'est pas aussi facilement trouvable. Donc, de la romaine, de la laitue, c'est bien. Il y a les feuilles, puis il y a la base, les morceaux qui sont un peu plus durs. Voilà. L'idée, elle est de pouvoir en avoir à peu près 60 grammes par personne par soir. Donc, vous savez à peu près combien de kilos vous irez au marché ou au magasin chez le primeur. Assurez-vous qu'il y a à peu près 60 grammes par personne par soir. Pourquoi? Parce que chaque personne va devoir en manger 30 grammes à part, puis 30 grammes dans le sandwich. Ça fait 60 grammes par personne par soir. Est-ce qu'on doit mettre tout ça sur le plateau? Non. Vous mettrez un petit peu sur le plateau pour accomplir la mitzvah, enfin pour avoir cette idée-là du plateau. Et vous pouvez en avoir en plus à côté que vous allez servir à votre famille si vous êtes plusieurs. C'est donc noté dans la liste de courses, le maror. Je pense que notre plateau il est pratiquement prêt. Il me reste le vin, extrêmement important, puisqu'on va devoir boire, on reviendra sur ça plus tard, 4 verres par personne par soir. Faites attention, n'achetez pas juste une bouteille de vin pour le seder, ça ne suffira pas. Si vous êtes 2 ou 3 personnes, il y a 2 soirs du seder, 4 verres par personne par soir. Il faut s'assurer d'en avoir assez. D'accord? Donc, ce que je tenais à dire à ce sujet, surtout, c'est acheter pas du vin, acheter assez de vin. Qu'il puisse y en avoir pour tout le monde. 4 verres, puisque la mitzvah, elle est de boire 4 verres de vin le soir du seder. On va reparler des 4 verres de vin un peu plus tard.
qui est très important, chers amis, ici à savoir, c'est que lorsqu'on parle d'un verre de vin, on parle d'un verre qui fait minimum 86 millilitres. 86 millilitres. Très intéressant, qu'on peut se souvenir par le fait que le mot en hébreu pour le verre du kiddush, c'est le kos. Le kos du kiddush. Le kos, ça s'écrit kaf, vav, samer, c'est la valeur numérique de 86. 86 millilitres, il faut un verre qui est minimum 86. Attention, les beaux grands verres de kiddush, c'est excellent aussi. Par contre, il faut boire, pas juste un tout petit peu comme certains ont l'habitude de faire à Shabbat. Étant donné que ça, c'est une mitzvah de le faire, il faut boire beaucoup. Il faut boire la majorité des 86 millilitres. Ce qui voudrait dire au moins 50 millilitres chaque fois que vous allez boire un verre de vin. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai, au minimum, puisqu'il y a 4 verres de vin, il faut boire à chaque fois minimum 50 millilitres. Il y a un vrai 200 millilitres de vin à boire au minimum. Le mieux, c'est de boire tous les 86 millilitres, d'accord, ou tout le verre, si vous avez un plus grand verre. Vous avez compris, chers amis, il y a besoin de pas mal de vin. Alors, on pose la question, quelle sorte de vin? Du moment où c'est du vin, c'est bon. Ça peut être du Moscato, c'est excellent. Vous faites une petite bouteille de Moscato le soir du numéro 1, une deuxième le soir numéro 2, c'est bien. 4 verres de Moscato le premier soir, 4 verres de Moscato le deuxième soir, c'est très bien. Il y a une petite préférence pour que ça soit du vin rouge, mais bon, ça peut le faire aussi avec du Moscato, ou on peut mettre du Moscato et ajouter une petite goutte de vin rouge qui rendra le vin rouge, mais bon, du moment où c'est du vin, c'est bon. Par contre, faites attention, le jus de raisin n'est pas vraiment conseillé. À part pour, bien sûr, une femme enceinte qui ne peut pas boire d'alcool, un enfant ou une personne qui ne peut pas tolérer l'alcool, bien évidemment, du jus de raisin, ça pourra le faire. Mais il y a une vraie préférence ce soir-là pour du vin, même si c'est du 6%, même si c'est du 5%, mais que ce soit du vin. On peut alléger des fois du vin avec du jus de raisin pour qu'il y ait moins de pourcentage d'alcool. Ça vous fait passer une soirée un peu plus tranquillement, parce que si vous faites attention de boire tout le verre en entier et que c'est du 13% et que vous en buvez 4 à la fin de la soirée, vous êtes pas mal. Voilà, donc il y a certaines personnes à qui je conseillerais de mélanger avec un peu de jus de raisin. Ça ne fait pas de mal. Mais il y a vraiment ce concept-là d'avoir du vin et non pas du jus de raisin le soir du Seder pour accomplir la mitzvah. Ok, on avance. Une seconde, je regarde l'heure. Très bien, on est dans les temps. Avançons. Les fameuses étapes du Seder. Alors, en réalité, je suis en train de conclure ici la première partie du Seder. Normalement, vous êtes censés tous maintenant être assez prêts pour… Vous avez les ingrédients qu'il faut. La liste de courses, elle est finie, je pense. Il n'y a pas besoin de plus. Bien sûr, un repas pour Shulchan Aruch. Je ne l'ai pas ajouté dans la liste de courses, mais de quoi faire un repas après la lecture de la Haggadah, c'est aussi important. Chacun comme il le souhaitera, un bon repas. Donc, tout ça, c'était jusqu'à la veille, jusqu'à l'entrée de la fête de Pessah. On a préparé les ingrédients, on a tout ce qu'il faut, on est prêt à rentrer dans Pessah. Pessah rentre, on fait la prière à la maison, puisqu'on ne va pas à la synagogue en ce moment, la prière d'Arvit, on se met à préparer son plateau. Le plateau, bien que j'ai parlé des ingrédients jusqu'à présent, il vaut mieux le préparer à la fin de la prière, le soir même, alors que nous sommes autour de la table du Seder. Chers amis, je sais que on est en France et que la nuit commence avec la nouvelle heure à tomber très tard. Mais la fête de Pessah, le soir du Seder, doit se fêter le 15 du mois de Nissan. Et le 15 du mois de Nissan va rentrer seulement une fois qu'il fait nuit. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Je sais qu'on va être peut-être tenté de commencer le Seder maintenant, vers 8h15, mais il fait encore jour dehors. C'est qu'on n'est pas encore rentré dans le prochain jour, halachiquement. Et donc, on n'est pas le 15 Nissan, ce n'est pas le jour, ce n'est pas le bon jour. C'est pour cela qu'il faut s'assurer de commencer le Seder une fois que la nuit est tombée. Alors, vous pouvez maintenant, à 20h20,
mettre la table, préparer le plateau du seder, faire la prière d'Arvit. Mais le premier kiddush, le premier verre de vin, le premier verre de vin, le premier kiddush, la première étape du seder doit se faire une fois que la nuit est tombée. Les bougies de fête, bien sûr, mesdemoiselles, n'oubliez pas de les allumer. Messieurs, s'il n'y a pas une femme à la maison qui les allume, c'est à vous de les allumer. On fera la bénédiction donc de Léadlik Nershel Yom Tov et on fait la bénédiction du Sheher Yanu, puisque c'est une fête qu'on attend avec impatience et on remercie Dieu de nous avoir fait vivre jusqu'à cette fête-là de Pessah. On fait donc le Sheher Yanu. Je répète donc. Toute la partie du cours jusqu'à présent, c'était les préparations à Pessah. On plonge maintenant dans Pessah. La nuit tombe, le Seder commence, on met la table, on ouvre les Haggadot, on va commencer cette fameuse nuit du Seder. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés en milieu, que ce cours est une série de 3 cours, 3 fois 1 heure. Là, on a bien parlé des préparations. On va commencer la soirée du Seder et on continuera mercredi à 19h30. Alors, les 15 étapes que vous connaissez en chanson ou en lecture, ou en français ou en hébreu, Kadesh Uchatz Karpatia Chatz Magid Rochza Motzi Matza Maro Korer Shulchan Orechza Barech Alel Nirza. Je ne vais pas traduire chacune puisqu'on aura le temps de passer une par une. Mais je vais d'abord parler sur 2 points très intéressants ici, sens simple et sens profond. Et pour les érudits parmi nous, puisque je sais qu'on a pas mal de grands érudits ici, je veux partager avec vous un petit Dvar Torah, et ça fera partie aussi des prochains cours, des idées, des perles, des belles idées à partager avec vos familles le soir du Seder. Je pense que si on étudie la Haggadah, c'est déjà, on fait bien les choses. Essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce que tout est là. Alors d'abord, le sens simple des 15 étapes, c'est simple. C'est que ça n'a pas toujours existé, mais on retrouve ça depuis à peu près un millénaire dans les Haggadot. On retrouve cet ordre bien précis des 15 étapes écrites de cette manière-là. On n'est pas exactement sûr qui a instauré ces 15 étapes. On est entre 2 personnes. Ou bien Rashi, d'accord, le fameux commentateur de la Gemara et du Chumash, Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui habitait à Troyes en France. C'est ou bien lui, ou un autre sage qui s'appelait Rabbi Shmuel, encore un Français, d'une ville qui s'appelait Plaisé. Je ne sais pas exactement à quelle ville ça correspond, mais les avis sont donc partagés concernant qui a été celui qui a mis en place ces 15 étapes, mais c'est ou l'un ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que c'était un Français. L'idée, elle est simple. C'est une soirée, le soir du Seder, où il y a plein de choses à faire. Les gens commençaient à s'embrouiller. Qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce qu'on fait après? On a oublié un détail. Un Seder, c'est l'ordre des choses. Hein. C'est ce que veut dire le mot Seder, l'ordre. Étant donné que c'est une soirée compliquée à gérer, il a fallu faire un ordre des choses. Et donc, ils ont instauré, pour simplifier les choses, 15 étapes avec une belle chanson. Et c'est donc rentré dans la majorité des Haggadot. La vérité, c'est qu'il y a un certain qui s'appelle Rabbi Menachem Kasher qui a écrit une Haggadah dans lequel lui, il a fait des recherches où il a retrouvé 15 façons différentes de faire les étapes. Ça veut dire avant que ces 15 étapes qui sont acceptées maintenant chez tout le monde, voient le jour, il y avait eu dans différentes Haggadah, différents rabbins dans différentes communautés qui avaient essayé de faire aussi des étapes, 15 différentes manières de faire les choses. Finalement, c'est cette façon-là qui a été adoptée chez tout le monde, les 15 étapes qu'on connaît. Tout simplement, le sens simple, il est pour permettre aux gens de ne pas s'embrouiller. Pas plus compliqué que ça. Pour garder un ordre bien clair, qu'est-ce qui vient d'abord, qu'est-ce qui vient après. Vous imaginez bien que sans ces 15 étapes, les gens étaient un peu perdus. On fait quoi, quand, comment. Ok. Ça, c'est le sens simple. Le sens profond de ces 15 étapes, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un sens profond. Il y a plusieurs. Mais j'ai trouvé dans un beau livre un Dvar Torah qui est très intéressant, que vous pouvez partager à table. Alors,
Bon, il faut connaître un petit peu la traduction des mots. Écoutez bien. Donc, ce commentateur, il va lire les 15 étapes deux par deux et il va les expliquer un peu dans le service de Dieu. Kadesh Urchatz. Kadesh, ça vient du mot kadosh, sanctifié. Si tu souhaites te sanctifier, si tu veux te rapprocher de Dieu, être une personne sainte, Urchatz, tu as besoin de te laver. Donc, je suis conscient que ce que je suis en train de dire là maintenant, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. C'est un peu un niveau plus avancé, hein, mais bon, suivez-moi. Kadesh Urchatz. Si tu veux te sanctifier, il faut Urchatz, qui veut dire se nettoyer. Il faut se nettoyer de certains mauvais comportements, de certains mauvais traits de caractère. Karpas Yachatz. Karpas veut dire du légume. Donc, même si tu es une personne qui est pauvre, entre guillemets, que tu n'as que quelques légumes à la maison, Yachatz, ça veut dire partage en deux, partage avec l'autre. Même si tu n'as pas grand-chose, apprends à partager. Donc, je répète, Kadesh Urchatz, tu veux se sanctifier, il faut se nettoyer de certains traits de caractère. Karpatz Yachatz. Si même tu es une personne qui se considère pauvre, qui a que des légumes, Yachatz, partage avec l'autre ce que tu as. Magid Rochza. Magid, ça veut dire parle, enseigne, raconte surtout, raconte aux autres qu'il faut. Magid Rochza, raconte aux autres qu'il faut se nettoyer. Ne garde pas tout ce que tu apprends toi-même. Ne le garde pas pour toi, Magid. Sache-le raconter aux autres. Motzi Matzah. Matzah, c'est la matzah qu'on connaît, mais il y a une autre traduction, c'est la dispute. Motzi, ça veut dire faire sortir. Fais sortir la dispute de chez toi. Si tu veux t'élever, la dispute ne doit pas exister chez toi. Tout ce qui est la haine, enlève tout ça de chez toi. Motzi Matzah, fais sortir la dispute. Maror korech shulchan orech. Alors, maror, c'est l'amertume. Korech, c'est le sandwich, c'est une enveloppe. Hein, on enveloppe plusieurs aliments ensemble. Alors, maror korech, si tu te considères enveloppé d'amertume, si tu ressens que la vie n'est pas facile, quand même, shulchan orech. Shulchan orech, ça vient du mot shulchan aruch. Quand même, garde les lois du shulchan aruch. Tsafoun, ça fait référence ici à Dieu, puisque c'est le caché, celui qu'on ne voit pas, celui qui est profond. Tsafoun Barer, donc bénis Dieu. Barer, c'est bénir. Bénis celui qui est caché. Bénis donc Akadosh Baruch Hu. Et Hallel Nirtza. Hallel veut dire remercier. Donc, lorsque tu arrives à ce niveau-là où tu comprends qu'il faut remercier Dieu, qu'il faut bénir le tsafoun, même si la vie n'est pas toujours facile, Hallel, donc en le remerciant, Nirtza, tu vas être accepté. Dieu acceptera et t'élèvera et tu arriveras à ce niveau que tu cherchais tout au début qui était Kadesh, se sanctifier. Donc voilà, chers amis, si vous souhaitez que je vous le réexplique en privé, que je vous le redise, si vous l'avez bien aimé pour le partager, je le ferai. Mais là, je veux pouvoir avancer pour ne plus trop tarder. Donc, on a compris, nos sages ont mis en place ces 15 étapes, tout simplement pour qu'on ait la tête claire et avancée. Numéro 1, première étape, Kadesh, c'est le Kiddush, c'est toute l'assemblée se lève, d'accord? Alors, il y a certaines familles où il n'y a que le papa qui le lit pour tout le monde, il y a certaines autres où tout le monde le lit. La vérité, c'est que vaut mieux que tout le monde lise le Kiddush ce soir-là. Étant donné que c'est une mitzvah pour tout le monde, étant donné que c'est une mitzvah pour tout le monde de boire ce premier verre de vin, on demande à tout le monde de bien vouloir se lever, donc prendre un verre, 86 millilitres, je l'ai déjà dit, et on va lire le Kiddush. Puisque je veux chaque fois rajouter de petites épices, je ne voulais pas vous lâcher comme ça et enfin sans expliquer quelques petits mots intéressants sur le Kiddush.
Le mot Savré Maranan. Savré Maranan, que tout le monde connaît, que tout le monde répond, l'Echaïm. Qu'est-ce que veut dire le mot Savré Maranan et pourquoi on le dit? Savré Maranan, tout simplement, veut dire, Maranan, c'est mes maîtres, messieurs, messieurs, et Savré, c'est permettez-vous. En deux mots, celui qui lit le Kiddush, il dit Savré Maranan, permettez-vous, mes maîtres, permettez-vous, messieurs, dames, qu'on commence. Et là, tout le monde répond l'Echaïm, qui veut dire oui, oui, avec plaisir, tu peux commencer le Kiddush. Tout simplement. Je ne sais pas ce que vous avez pensé jusqu'à présent de ce que voulait dire le mot Savré Maranan, mais c'est ça. C'est une demande de politesse, tout simplement, puisqu'on est poli, de demander, chers amis, est-ce qu'on peut commencer le Kiddush? Tout le monde dit l'Echaïm, vas-y, lance-toi. Alors, le vendredi soir, ce Savré Maranan, il est au milieu du Kiddush. Donc, c'est peut-être pas le moment, vous allez me dire. Ben oui, parce qu'en réalité, le vrai Kiddush, la vraie partie du Kiddush, c'est ce qui vient après le Savré Maranan. Et d'ailleurs, le soir du Seder, étant donné qu'on n'est pas un vendredi soir cette année, vous verrez que le Kiddush commence par Savré Maranan, tout le monde dit l'Echaïm, et là, il y a le Kiddush. Le mot Kiddush veut dire sanctifier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant le Kiddush? On est en train de sanctifier le jour. Dire, mesdames et messieurs, chers amis autour de la table, aujourd'hui, c'est un jour différent que les autres. C'est pour ça qu'on fait un Kiddush le Shabbat. C'est pour ça qu'on fait un Kiddush à une Brit Mila, à un mariage. Dès que c'est un moment spécial, c'est un moment kadosh, un moment différent des autres, on se doit dans la religion de faire un Kiddush, sanctifier le jour, sanctifier le moment. Et donc là, on va sanctifier le jour. On commence le repas de Pessah en disant « Mesdames et messieurs, permettez-vous que je commence ?» Oui, l'Echaïm, on sanctifie le jour. On est en train de dire à combien c'est un jour particulier, c'est un jour sacré, etc. Et on finit avec le Shecheyanou. On finit pour ceux, alors les femmes qui ont déjà fait le Shecheyanou, lorsqu'ils ont allumé les bougies, ils se taisent, ne le refont pas une deuxième fois. Mais on finit par la bénédiction, donc ceux qui ne l'ont pas dit à l'allumage des bougies du Shecheyanou. On est en train, dans la bénédiction de Shecheyanou, de remercier Dieu de nous avoir fait vivre jusqu'à aujourd'hui, de nous avoir permis d'arriver encore un Pessah, de nous avoir donné la santé pour être ici autour de la table de Pessah. Donc, voilà le Kiddush, voilà le Savré Maranan. Le texte du Kiddush, on le lit dans la Haggadah. Vous l'avez si vous avez une Haggadah devant vous. Je pense que ça, c'est des étapes qui sont claires. Le Kiddush, c'est un truc qu'on le fait tout le temps. Attention, on finit de réciter, on s'assoit, on s'accoude. Vous connaissez le principe, on s'accoude par signe de liberté. On veut montrer que là, ce soir, on est un peu comme des rois. Alors, bon, de nos jours, s'accouder, c'est pas toujours confortable. Vous imaginez que c'était un peu plus sympathique si vous étiez assis comme Yoel dans un beau canapé. Mais sur une chaise, c'est un peu compliqué. Mais on essaye quand même de faire un maximum avec un coussin pour qu'il y ait un certain confort en buvant ce verre de vin de manière accoudée. Et je vais finir aujourd'hui avec ce point-là parce qu'on a dépassé notre horaire et on va en revenir la prochaine fois, mercredi à 19h30. J'espère que tout le monde sera là pour continuer. Du père au fils, toute la soirée du Seder, elle est conçue de cette manière-là, que c'est une transmission d'une génération à l'autre. Si on est seul et qu'on fait le Seder, on le fait quand même de cette manière-là. Parce que, après tout, on se transmet à nous aussi, à l'intérieur de nous, on est en train d'intégrer certaines idées, c'est pas mauvais. Si une fois on le fait seul, on le fait de la manière suivante. Mais vous allez voir que toute l'architecture de la soirée du Seder, c'est la pédagogie qui a été conçue d'une certaine manière donc dans la Haggadah pour que le fils, que la génération d'après donc intègre l'idée, le message de la sortie d'Égypte, de la liberté, etc. C'est pour cela, et on continuera plus tard, c'est pour cela que la deuxième étape, c'est on se lève, on va se laver les mains pour, en général, manger du pain. Eh ben non, cette fois-ci, on ne mange pas du pain. On se lave les mains et on va manger un légume qu'on va tremper dans l'eau salée. On est en train de vouloir un petit peu choquer l'enfant
qui est à la table du Seder. On veut un petit peu lui faire comprendre que c'est une soirée spéciale, différente, qui va lui se poser la question et on lui racontera la Haggadah, on lui répondra. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Ceux qui veulent me poser des questions, avec grand plaisir. Tac, 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 tac. Je coupe l'enregistrement.